L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, afin de discuter des accusations de déstabilisation portées à l'encontre de Paris. Le cyclone Chido a fait au moins 14 morts et plus de 250 blessés sur l'archipel de Mayotte, département français d'outre-mer. Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, se rendra à Mayotte demain lundi. Et puis au Moyen-Orient, une semaine après la chute d'Assad en Syrie, le leader du mouvement HTC dit vouloir concentrer ses efforts sur la stabilité du pays où différents groupes armés mènent une lutte d'influence. Vous êtes sur RT en français depuis Moscou, bienvenue pour ce nouveau journal. Et on entame notre édition avec l'actualité des relations entre l'Algérie et la France. Paris est accusé de vouloir déstabiliser Alger. L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Voici les précisions. Alger a convoqué l'ambassadeur de France suite à la diffusion d'un documentaire dévoilant l'implication supposée des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes pour déstabiliser le pays. Ces allégations reposent sur le témoignage d'Aïssaoui Mohamed Amin, âgé de 35 ans, qui s'est récemment confié à la chaîne de télévision Al-24. Il s'agit de lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie, ont précisé les mêmes sources diplomatiques. Estimant que les agissements de la DGSE viseraient à redynamiser les cellules terroristes islamistes dans le pays, le gouvernement algérien a exigé que Paris fournisse des éclaircissements. Le quotidien algérien El Moudjahid rapporte que l'ambassadeur français a été informé qu'Alger s'opposerait fermement à ces pratiques et actes de chantage de la part des autorités françaises et de leurs alliés. La France officielle joue avec le feu et une rupture unilatérale pure et simple des relations diplomatiques n'est plus à exclure, avec toutes les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur toute la région. Les relations entre l'Algérie et la France sont au plus mal sur fond de crise au Proche-Orient et de résurgence de la question du Sahara occidental. Ainsi, Alger a rappelé son ambassadeur en France fin juillet dernier, suite à la décision de Paris de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie a également pris sur elle d'affronter Israël sur les terrains diplomatiques et judiciaires, au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la Cour internationale de justice et à la Cour pénale internationale. Et pour en parler plus en détail, nous avons avec nous M. Gamal Abina, analyste politique et cofondateur du mouvement des droits civiques, avec nous en direct depuis Paris. Monsieur Gamal Abina, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau chapitre de discorde diplomatique entre Alger et Paris? Et jusqu'où peut aller cette nouvelle forme de dissension entre les deux pays? Oui, vous observez effectivement qu'il y a un problème entre Alger et Paris, qui est d'ailleurs finalement très récent. C'est depuis la reconnaissance de la souveraineté par le Maroc et par la France du Sahara occidental pour les Marocains. Ça a dégradé très rapidement la relation, mais il se trouve aujourd'hui effectivement que cette dégradation a été accélérée par tout un tas d'affaires. L'affaire Bouraoui qui a été exfiltrée de Tunisie, une pseudo-franco-algérienne, alors qu'elle est algérienne, pour être récupérée par les services français. Donc c'est déjà qu'il y a des coups un peu étranges. Ensuite, on a l'affaire de l'ambassadeur de Driancourt qui passe son temps à casser les sucres sur le dos de l'Algérie, l'affaire Sansal, l'affaire Kamel Daoud, une multiplication d'affaires, et la chaîne AL24, avec laquelle d'ailleurs je travaille régulièrement, a sorti un dossier qui est extrêmement dangereux ou douteux dans la relation entre les deux pays. Effectivement, c'est une dégradation qui s'accélère, et ce qui est intéressant, et il faut le rappeler, c'est plus important à mon sens, c'est que les tenants et aboutissants sont souvent portés par des gens d'extrême droite, parce que je rappelle que l'affaire Sansal, c'est un type qui travaille avec l'extrême droite, que Kamel Daoud, c'est pareil, officier au point, qui a une tendance très extrême droite, ou droitière au moins, et surtout que l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur de France, le met 2 fois à Alger, Xavier de Driancourt, qui passe son temps à attaquer l'Algérie, qui passe son temps à raconter des histoires fumeuses, qui passe son temps à prétendre que l'Algérie aurait une relation délétère avec la France de sa responsabilité, alors c'est pas vrai. Et bien cet homme-là est aujourd'hui, c'est connu de tous, un proche du Front National. Donc c'est bien l'extrême droite qui donne le là, malheureusement, de la politique française, et on constate avec beaucoup d'inquiétude que M. Macron semble emboîter le pas à l'extrême droite. De l'autre côté, quelle serait la réaction du Quai d'Orsay à cette convocation de son ambassadeur à Alger? Il y a déjà eu un rappel, vous l'avez dit dans le documentaire, de l'ambassadeur algérien à la suite de la reconnaissance
de la souveraineté par la France du Sahara occidental du Maroc, donc quelque chose qui est quand même qui enfreint le droit international. Ça a été dit dans votre documentaire, effectivement, l'Algérie est très en pointe sur la question palestinienne, puisqu'elle porte la question à l'ONU sur le plan du droit international à nouveau en binôme avec l'Afrique du Sud, mais surtout le rappel d'ambassadeur de l'Algérie qui n'a pas envoyé l'ambassadeur, donc c'est une relation qui se réduit simplement à des relations, des relations de simple administration avec la France. Eh bien, ce rappel a créé une tension déjà, une forme de rupture plus ou moins diplomatique, même si c'est pas le cas. Et de l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez effectivement l'ambassadeur de France qui est appelé par les autorités algériennes à s'expliquer. Pourquoi? Parce que le dossier en question est un dossier qui est extrêmement inquiétant. S'il est avéré, les enquêtes vont être ouvertes, je pense. Si les accusations sont portées contre la France, il va falloir expliquer pourquoi les Français qui ont été mis en dehors du Sahel de façon extrêmement radicale, qui ont perdu tous leurs appuis sahéliens et qui n'ont même plus de base militaire, essaient de repasser par une autre porte et par des portes beaucoup plus tendancieuses pour revenir dans la région. Et il se trouve que l'Algérie, qui est un partenaire sécuritaire de la France, n'a pas besoin de ce genre de rapport délétère, mais si effectivement c'est avéré, ça veut dire que la France joue un double jeu extrêmement dangereux pour la stabilité de la région et surtout pour la relation franco-algérienne. Alors, les liens entre les deux pays sont tendus même avant cette affaire. Quel est son impact sur les relations économiques et le partenariat bilatéral? Le partenariat bilatéral se résume à pas grand-chose. Il y a eu l'accord qui avait été signé avec l'Union européenne, un accord d'association, qui fait que l'Algérie était noyée de produits européens. Mais en termes économiques, c'est intéressant de souligner d'ailleurs, quand on voit que l'Algérie fait juste une toute petite entrée sur le marché européen, et français en particulier avec cette fameuse pâte à tartiner margelle, eh bien immédiatement il y a une levée de bouclier. On a trouvé des subterfuges pour empêcher que le produit soit importé en France, ce qui a créé une demande considérable et surtout un effet spéculatif sur le prix de ce produit. Ça donne le sentiment que quand l'Algérie vend des produits en Europe, ça ne passe pas par le pétrole et le gaz, mais par contre que l'Europe pouvait inonder le marché algérien de produits européens. Donc les relations étaient déjà pas très bonnes. J'ai envie de dire simplement, c'est que si la relation entre la France et l'Algérie se dégrade, il y a tout de même 5 à 6 millions d'Algériens d'origine sur le territoire, ça pourrait poser problème déjà aux binationaux, ensuite aux investissements français qui sont importants en Algérie malgré tout, et puis surtout à la relation directe entre les deux nations qui ne peuvent pas se tourner le dos. C'est très bien ces deux nations qui ont passé comme un violon, on le sait, mais en même temps qui ont une mer commune, la Méditerranée, de grande puissance, ne peuvent pas se tourner le dos et ces relations-là ne peuvent pas être entachées par des manœuvres basse comme celle-ci. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir ce qui se passerait. Eh bien, pour le moment, on n'est pas au stade des relations, des ruptures de relations économiques, et mieux vaut pas d'ailleurs, mais ça pourrait être le chemin emprunté, puisque l'Espagne a connu ça par rapport à cette fameuse reconnaissance de la souveraineté par le Maroc du Sahara occidental. Eh bien, si la France continue à se maintenir sur ce rang-là, l'Espagne a des relations à nouveau cordiales avec l'Algérie, ça pourrait gâter la relation. Donc j'allais dire simplement, effectivement, les relations vont se dégrader sur le plan politique, c'est déjà le cas, mais peut-être économique, ce serait pire. Merci à vous pour votre analyse, Monsieur Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes analyste politique et cofondateur du mouvement des droits civiques. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous pour votre analyse. Merci infiniment. Nous vous le disions en titre, le cyclone Chido a balayé l'archipel de Mayotte, département français d'outre-mer, samedi. Au moins 14 morts et plus de 250 blessés ont été recensés selon un premier bilan. Météo France fait état de rafales dépassant les 200 km/h. Selon les autorités locales, la situation est catastrophique. Il s'agit d'un cyclone d'une ampleur inédite pour l'archipel depuis plus de 90 ans. En métropole, une réunion interministérielle a eu lieu samedi soir en présence du nouveau Premier ministre François Bayrou et Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui se rendra à Mayotte lundi matin. Les autorités françaises ont mis en œuvre un pont aérien et maritime afin d'acheminer des personnels et du matériel de secours, mais aussi de l'eau et de la nourriture jusqu'à Mayotte. Un avion de la sécurité civile transportant du matériel de secours a déjà atterri sur l'archipel afin d'apporter de l'aide depuis l'île de la Réunion, ce département meurtri par cette catastrophe naturelle. Direction le continent africain, coup d'envoi ce dimanche 15 décembre de la 66e édition du sommet de la CEDEAO sous la présidence du président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Défis sécuritaires régionaux et paiement de la taxe communautaire par les États membres devraient être à l'ordre du jour. Le sommet devrait également être l'occasion d'entériner le retrait du Mali, du Burkina Faso ainsi que le Niger de l'organisation ouest-africaine officiellement, et ce à partir du 29 janvier 2025.
Bien que la CEDEAO ait fait des pieds et des mains afin de convaincre les 3 États du Sahel de rester dans le bloc, les pays de l'AES ont jugé ce vendredi 13 décembre irréversible la rupture avec l'organisation. Une annonce qui a été suivie par une déclaration du Parlement de la CEDEAO cherchant à temporiser le retrait en vue d'éviter la désintégration de la communauté. Malgré les crispations existantes, les pays de la Confédération de leur côté ont annoncé le dimanche 15 décembre l'ouverture de leurs frontières aux citoyens des États de la CEDEAO. La Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider et de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Et on en vient à la situation en Syrie. Il y a une semaine, jour pour jour, les combattants de Hayat Tahrir al-Sham renversé après seulement quelques jours de combat le président Bachar el-Assad qui dirigeait le pays depuis plus de 24 ans. Un basculement qui plonge le pays dans une période d'incertitude et d'instabilité. Alors que différents groupes armés sont en lutte d'influence dans le pays, les nouvelles autorités syriennes disent désormais vouloir parvenir à une unité et à une stabilité. Une semaine après avoir arraché le pouvoir à Bachar el-Assad, Mohamed al-Joulani, de son vrai nom Ahmed al-Shara'a, annonce son intention de dissoudre tous les groupes actifs. L'objectif avancé par ce dernier, parvenir à une intégrité territoriale en reconstruisant la Syrie sur des principes, dit-il, de fondation moderne. Al-Shara'a a expliqué. Malgré la victoire remportée par la révolution syrienne, Al-Shara'a a souligné l'importance de cesser de diriger la Syrie avec une mentalité révolutionnaire. Al-Shara'a a souligné que la prochaine étape est celle de la construction et de la stabilité, où les efforts se concentrent sur la reconstruction et l'amélioration des conditions de vie des Syriens. Il a ajouté: notre priorité est désormais de répondre aux besoins fondamentaux de la population et d'œuvrer pour un avenir plus stable et plus juste. Dans la même prise de parole, le chef du HTC a de nouveau évoqué la question de l'intégrité territoriale de la Syrie en référence à la présence de Tsahal dans la zone de désengagement. D'une part, Abu Mohamed al-Joulani martèle que les arguments israéliens ne pourraient justifier les récentes transgressions de l'accord de 50 ans par l'État hébreu. D'autre part, le chef de Hayat Tahrir al-Sham s'est abstenu d'user d'un ton belliqueux à l'égard d'Israël. Abu Mohamed al-Joulani clame de nouveau vouloir éviter toute nouvelle guerre susceptible de conduire à davantage de destruction. Le son de cloche est le même du côté d'Israël, qui a également réitéré les raisons de sa présence dans le plateau du Golan. Nous nous trouvons ici depuis presque une semaine. La raison principale est la sécurité du pays. Nous sommes ici pour protéger la frontière sur le plateau du Golan. Le nord de ce plateau est le mont Hermon. Il s'agit d'un pays ennemi dont l'armée s'est effondrée et il y avait une menace que des éléments terroristes s'établissent ici. Nous avons avancé afin que ces éléments terroristes, les terroristes extrémistes, ne prennent pas pied à la frontière. Nous n'intervenons pas dans la situation en Syrie. Nous n'avons pas l'intention de gouverner la Syrie. Nous n'intervenons que dans ce qui détermine la sécurité des citoyens israéliens ici, dans les communautés du plateau du Golan, et nous le faisons de manière professionnelle, correcte et décisive. Si l'homme prétendant au pouvoir en Syrie parle de reconstruire le pays, divers groupes militants en contrôlent le territoire fracturé. Une grande portion du territoire syrien au nord est détenue par la coalition des forces démocratiques syriennes, soutenue par les États-Unis, qui serait liée à un groupe d'insurrection kurde à l'est. Des militants soutenus par la Turquie ont également pris le contrôle de la ville de Manbij. La zone verte est contrôlée par Hayat Tahrir al-Sham, reconnue par l'ONU comme une organisation terroriste. Israël, quant à lui, a lancé une opération terrestre qui progresse davantage sur les hauteurs contestées du Golan, au sud-ouest de la Syrie.
Une semaine après le renversement d'Assad, Washington a pour la première fois reconnu sa participation directe aux derniers événements survenus dans le pays. S'exprimant en Jordanie après des entretiens avec des représentants de plusieurs pays arabes, de la Turquie et de l'Europe sur l'avenir de la Syrie, le secrétaire d'État américain a fait certaines révélations. Tout d'abord, oui, nous avons été en contact avec Hayat Tahrir al-Sham et d'autres groupes. Nous avons également partagé les principes que je viens d'énoncer pour la poursuite de notre soutien. Ces principes, encore une fois, ont désormais été adoptés par des pays à travers la région et bien au-delà, et nous les avons fait connaître. Après les événements tumultueux des dernières semaines, les discussions à l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie se multiplient, tandis que le futur du pays, plus que jamais incertain, déchaîne les passions. Moscou, acteur clé dans la stabilité en Syrie, prévoit de tenir de nouvelles réunions avec la Turquie et l'Iran pour des négociations sur la situation dans le pays. Du côté de la France, le Quai d'Orsay enverra une mission composée de 4 diplomates en Syrie. Une première en 12 ans, qui se donne comme objectif de reprendre possession des emprises françaises sur place, ainsi que d'établir des premiers contacts avec les nouvelles autorités de Damas. Et des responsables américains, européens, arabes et turcs se sont réunis en Jordanie afin d'aborder les défis complexes auxquels la Syrie est confrontée une semaine après la chute du régime Bachar el-Assad. Les précisions avec la correspondante de RT en arabe, Katsia Aldmour. La ville d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, héberge des rencontres consacrées à la question syrienne, avec la participation de représentants de pays arabes, ainsi que d'organisations internationales et régionales. Ces rencontres visent principalement à trouver des piliers pour soutenir le processus politique global en Syrie. Je voudrais souligner que nous soutenons tous la Syrie et son peuple frère pendant cette période de reconstruction après des années de violence, de destruction et de déplacements forcés afin que le peuple syrien frère puisse réaliser ses aspirations à créer un État qui défendrait les droits de tous les Syriens sans exception et qui respecterait leur souveraineté, leur unité et la sécurité régionale afin d'assurer la sécurité, la paix et la stabilité qu'ils méritent. Les deux parties donnent la priorité à la réconciliation nationale et à un dialogue global, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme et à la non-propagation du chaos dans les pays avoisinants. Parvenir à un consensus national et entamer un dialogue global sont des priorités pour les participants aux réunions, tout comme la lutte contre le terrorisme et la prévention de la propagation de chaos vers les pays voisins. Les pays touchés par la situation en Syrie et ayant l'influence là-dessus ont confirmé qu'aucun d'entre eux ne souhaitait une répétition du scénario libyen dans cette région. La Syrie a un avenir plein d'espoir, bien qu'il ne soit pas clairement défini. C'est pourquoi nous avons tous accepté les principes fondamentaux qui devraient guider le nouveau gouvernement syrien. Il s'agit du maintien de la stabilité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le respect des minorités et l'absence de violence. Il est nécessaire de construire un État comprenant toutes les couches de la population syrienne. L'intégrité du territoire syrien auquel tous les citoyens ont accès et le retour des réfugiés dans des conditions de vie sûres sont des thèmes clés à discuter. Les participants se rassemblent pour élaborer un accord comme nouveau point de départ pour la phase à venir. Les principales priorités définies lors de la réunion arabe internationale à Aqaba visent à élaborer une feuille de route pour travailler avec la nouvelle réalité en Syrie. Le succès de ce processus dépendra de la mesure dans laquelle les solutions proposées sont conformes aux principes qui garantissent l'avenir politique et humanitaire du pays tout en maintenant la stabilité et la sécurité à long terme en Syrie. Les forces de l'ordre russes ont arrêté à Donetsk un résident local impliqué dans un attentat à la voiture piégée dans le centre-ville. L'enquête a établi que le suspect avait agi sur les instructions des services de renseignement ukrainiens en plaçant un engin explosif improvisé sous la voiture de la victime et en le faisant exploser à distance dans le but de tuer celle-ci. Les services de renseignement ukrainiens avaient promis au suspect $10 000 afin de combattre cet attentat. Le prévenu a reconnu les faits. La police poursuit son enquête afin d'identifier d'autres individus potentiellement impliqués dans cet attentat.
L'actualité du conflit ukrainien toujours. Kiev devra faire des concessions territoriales pour régler le conflit en Ukraine, a déclaré le président slovaque Peter Pellegrini, alors que l'Occident compte de plus en plus de partisans pour le lancement du processus de paix en Ukraine. Kiev continue d'aller à l'extrême. Cependant, le recul de l'armée ukrainienne sur la ligne de front ne fait que s'accentuer. Le gouvernement allemand actuel s'oppose à la livraison de missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine. Dans le cadre des élections anticipées du chancelier allemand, Olaf Scholz s'est opposé à la position de son principal adversaire, Friedrich Merz, qui soutient la livraison de missiles Taurus à Kiev et l'autorisation de frapper dans la profondeur du territoire russe avec ces missiles. C'est ce qu'indique l'agence de presse allemande DPA. Le chancelier a critiqué la demande de BSW de favoriser une solution diplomatique au conflit en Ukraine tout en refusant de livrer des armes. Nous ne croyons pas que les propos seuls permettent de garantir que le pays puisse défendre son indépendance, a-t-il déclaré. Mais Scholz a également rejeté la position du principal candidat conservateur à la chancellerie des démocrates chrétiens, Friedrich Merz. Merz soutient la fourniture de missiles Taurus à longue portée à l'Ukraine. Les discussions autour d'un cessez-le-feu imminent se multiplient. Avec la victoire de Donald Trump aux élections américaines, les principaux alliés européens de Kiev semble avoir accepté la position de la future administration de la Maison-Blanche. Cependant, Zelensky semble aller jusqu'au bout. Il a ainsi rejeté la proposition du Premier ministre hongrois Viktor Orban en faveur d'un cessez-le-feu de Noël et d'un échange massif de prisonniers. C'est bientôt Noël. Cela valait la peine d'essayer. C'est ce que la Hongrie a fait. Nous avons fait ce que nous pouvions. La possibilité d'échange de prisonniers en masse et d'une trêve de Noël est sur la table. Peu importe comment elle est venue là, elle est là. On a le choix entre deux choses, l'accepter ou la rejeter. L'une des parties l'a acceptée, tandis que l'autre semble la rejeter. Mais il reste encore quelques jours avant Noël. Nous avons encore l'espoir que la situation puisse changer. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a demandé à avoir une conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky, ce qui lui a été refusé. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a qualifié ce geste d'absolument sans précédent dans la diplomatie. De son côté, Moscou a rapidement répondu à l'initiative d'Orban. Immédiatement après la conversation entre les dirigeants des deux pays, le FSB russe a remis à l'ambassade de Hongrie à Moscou des propositions d'échange de prisonniers. Cependant, la réalité sur le champ de bataille est loin d'être en faveur du régime de Kiev. Les forces armées russes continuent également de vaincre les formations des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. En 24 heures, les pertes de l'armée ukrainienne s'élèvent à plus de 400 militaires, un char d'assaut, 2 véhicules de combat d'infanterie, 3 véhicules de combat blindés, 7 voitures, 3 pièces d'artillerie et 10 mortiers. 5 militaires de l'armée ukrainienne se sont rendus. Les autorités ukrainiennes et leurs sponsors occidentaux ont à plusieurs reprises affirmé leur volonté d'assurer à Kiev une position la plus favorable possible dans les négociations imminentes. Zelensky continue de se battre malgré l'effondrement complet de son armée. Toutefois, l'armée ukrainienne s'affaiblit et perd des lignes de défense cruciales. En continuant à se battre, Kiev ne fait que perdre davantage de territoire, sapant ainsi ses propres positions dans les négociations. 2 cargos russes transportant plusieurs milliers de tonnes de produits pétroliers ont été gravement endommagés par la houle dans le détroit de Kerch, au nord de la mer Noire, près du littoral de la Crimée. Les 2 tankers ont été endommagés par de fortes vagues en raison des mauvaises conditions climatiques. Le premier cargo a subi de graves dommages structurels ayant coûté la vie à un des 13 membres de son équipage. Le second, qui transportait des produits pétroliers avec 14 membres d'équipage, a dérivé sans faire de victimes. Selon les estimations, chaque pétrolier transportait plus de 4000 tonnes de carburant. Et à présent, mesdames et messieurs, retour sur l'essentiel de l'actualité de cette semaine. La France a un nouveau Premier ministre, c'est François Bayrou, le centriste et président du MoDem. Une décision annoncée après une dernière phase de doute et au terme d'un délai plusieurs fois reporté par Emmanuel Macron. Notre correspondante à Paris, Nadège Abderrazak, nous explique comment Bayrou a forcé les portes de Matignon après une matinée très tendue.
Chantage, menaces, trahison, la vie politique française est digne actuellement d'une série télévisée hollywoodienne. Après une semaine de suspense et de spéculation, on connaît enfin le nom du nouveau Premier ministre français, celui qui succède à Michel Barnier. Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement. Le nouveau Premier ministre est donc François Bayrou. Mais il a dû forcer le président du MoDem pour obtenir gain de cause, puisque c'est un autre nom qu'aurait eu en tête Emmanuel Macron pour succéder à Michel Barnier. Il a fallu lui expliquer sans trop le froisser, puisque François Bayrou, c'est un fidèle compagnon de route d'Emmanuel Macron, celui qui lui a permis d'arriver au pouvoir en 2017. Et donc, d'après certaines sources, Emmanuel Macron aurait appelé très tôt ce matin François Bayrou aux alentours de 5 heures pour lui prévenir, l'avertir qu'il ne sera donc pas nommé à Matignon. 3 heures plus tard, le président du MoDem est invité à l'Élysée pour ce qui ressemble à un petit déjeuner de consolation, un petit déjeuner qui va durer 1h45. Et donc à ce moment-là, de nouvelles rumeurs circulent sur le nom du futur Premier ministre. On parle de Sébastien Lecornu, de Bernard Cazeneuve, mais l'hypothèse François Bayrou n'est plus d'actualité. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? François Bayrou a été reçu une seconde fois à l'Élysée aux alentours de 11h30. A-t-il menacé de retirer ses 36 députés du bloc central? Ce que l'on sait, c'est que François Bayrou a remporté son bras de fer contre Emmanuel Macron, puisqu'il a finalement été nommé et se retrouve aujourd'hui à 73 ans à l'apogée de sa carrière politique, puisqu'il est aujourd'hui Premier ministre. Parce que se débarrasser de ces charges sur ses enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu, à juste titre. Et donc, votre message sur la gravité de la situation, je le reçois et je le partage. Je pense que nous avons le devoir, dans un moment aussi grave pour le pays, pour l'Europe, et devant tous les risques de la planète, nous avons le devoir d'affronter les yeux ouverts, sans timidité, la situation qui est héritée de décennies entières. Une fois encore, Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre issu de ses rangs, faisant fi du résultat des dernières élections législatives et de la censure du dernier gouvernement. Alors, ce choix de François Bayrou à Matignon, il ne fait évidemment pas l'unanimité au sein de la classe politique et en particulier à gauche, au sein de la France insoumise. On annonce déjà l'intention de le censurer. Après 8 jours de vaudeville, Bayrou est nommé Premier ministre. C'est un nouveau bras d'honneur à la démocratie. Après avoir perdu toutes les dernières élections, Macron installe son premier et dernier soutien à Matignon. Faire tomber Bayrou, ce sera donc faire tomber Macron. Nous déposerons une motion de censure. Toute cette semaine est un mauvais vaudeville qui ridiculise un peu plus la France et le président de la République. C'est incompréhensible. Plus Emmanuel Macron perd du terrain électoral, plus il nomme des premiers ministres proches de lui. Menacé de censure par la gauche, le 4e Premier ministre de l'année a encore l'espoir de se maintenir à son poste, puisque la droite et l'extrême droite, en tout cas pour l'instant, souhaitent lui laisser une chance d'agir. Après de longues tergiversations, le président de la République a décidé de nommer François Bayrou à Matignon. Soucieux de l'impérieuse nécessité de protéger les Français, nous lui demandons d'entreprendre ce que son prédécesseur n'a pas voulu faire, entendre et écouter les oppositions pour construire un budget raisonnable et réfléchi. Toute autre politique qui ne serait que le prolongement du macronisme, rejeté par 2 fois dans les urnes, ne pourrait mener qu'à l'impasse et à l'échec. François Bayrou devient le 4e Premier ministre du président Macron en 2024. Je lui souhaite bonne chance pour la France. Il ne fera pas l'objet d'une censure a priori. Il devra être un Premier ministre de consensus, de respect et d'écoute de l'ensemble des forces politiques, en particulier l'Union des droites arrivée en tête en juillet dernier. Que pensent les Français de la nomination de François Bayrou à Matignon? Les avis sont plus que mitigés dans les rues de Paris. C'est dans la continuité, mais c'est vrai que c'est de pire en pire. Je veux dire, ça devient un cirque pour moi. C'est du grand n'importe quoi. Ils essaient simplement de garder leur place, c'est tout ce qui les intéresse. Puis là, s'il est Premier ministre, il aura une retraite formidable, vous voyez.
Non, moi ça me fait peur parce qu'il est très mou. Hein. Je veux dire, Michel Barnier était peut-être pas parfait, mais au moins il était bien, quoi. Mais alors Bayrou, c'est vraiment le pire qu'on pouvait choisir. Surtout, faudrait qu'un peu que ça cesse ce bazar. Donc oui, je trouve que c'est bien. Il est au milieu. On espère qu'il sera écouté à l'Assemblée. Une décision à nouveau qui reste très proche de Macron et j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements. On a l'impression que c'est l'histoire qui se répète encore et encore. Voilà. Après, à voir ce que ça va donner, à voir ce que la gauche va faire, mais ça... Ouais, l'impression juste que c'est toujours pareil, qu'il n'y a rien qui va changer au final, que ça va essayer, qu'il va y avoir des blocages et que la situation va pas se décrocher. Reste à François Bayrou de nommer les ministres qui vont composer sa future équipe gouvernementale. Il aura ensuite pour priorité de reprendre les discussions sur le budget 2025. Une loi spéciale va être débattue le 16 décembre prochain à l'Assemblée nationale. François Bayrou, il aura aussi et surtout la lourde tâche de sortir le pays d'une crise politique sans précédent. Et pour mieux comprendre pourquoi la nomination de François Bayrou ne changera pas l'état des choses dans cette crise politique profonde, voici les propos de Didier Maistre, éditorialiste et ancien PDG de Sud Radio. Quelles sont les personnalités qui vont convenir à tous? Alors au sein de la gauche, j'aime pas dire ce mot la gauche, mais disons au sein des quelques députés du Parti socialiste, il y a des gens qui ne verraient pas trop d'un mauvais œil, disons, de travailler avec Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mais il y a des priorités quand même importantes, le pouvoir d'achat et surtout l'abrogation de la réforme des retraites. Ça va être un point clé. Alors le Parti socialiste a déjà un peu assoupli sa position en disant que l'abrogation des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites n'était pas forcément l'alpha et l'oméga de leur participation et propose de troquer leur non-censure contre l'absence de 49.3. On voit qu'ils essaient de trouver une échappatoire, mais ça ne suffira pas parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets sur la table et qui ne feront pas consensus. Il y a pas de, la majorité n'a pas changé, elle est toujours introuvable. C'est une chambre introuvable et avec des équilibres précaires et surtout des agendas, parce que vous allez avoir Jean-Luc Mélenchon qui a bien compris les choses et qui anticipe pour la présidentielle, et Marine Le Pen qui anticipe aussi pour tenter d'échapper au verdict de son procès, parce qu'une fois qu'on est en campagne, ça va être un peu difficile, et si elle est élue, il y aura l'immunité. Bon, on n'en est pas encore là, hein. Mais vous voyez, on est dans cette séquence très importante, où on est... Combien de temps va durer ce gouvernement? Quelques jours, quelques semaines, pas davantage. Et c'est la